Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, c'est Smart Impact, l'émission de la transformation environnementale et sociétale de notre économie. Et voici le sommaire. Mon invité, c'est Jimmy Colomy, le cofondateur de Trion Environnement, pionnier français de la méthanisation des biodéchets alimentaires. Il vient d'annoncer une levée de fonds de 6 millions d'euros pour accélérer son développement. Dans notre débat, on va découvrir ensemble l'association Les Ombres qui accompagne des jeunes de l'aide sociale à l'enfance. Proposition de mentorat pour combler notamment les lacunes de ce service public qui concerne 350 000 personnes dans notre pays. Et puis dans Smart Ideas, je vous présenterai Climato Sportif, association qui propose une charte pour un sport durable. Voilà pour les titres, c'est parti, c'est Smart Impact. L'invité de Smart Impact, c'est Jimmy Colomy. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le cofondateur de Trion Environnement, créé 2015 avec Sébastien Gacougnol. Est-ce que vous étiez un peu pionnier à l'époque, les biodéchets, la méthanisation des biodéchets? Je ne suis pas sûr qu'on en parlait énormément en 2015. Oui, plutôt, effectivement. En fait, la réglementation est plutôt arrivée en 2016, avec un premier seuil réglementaire qui vise à rendre obligatoire le tri sélectif des biodéchets en vue de leur valorisation à 120 tonnes par an. Donc c'était vraiment les très gros producteurs qui est venu réduire en fait au fur et à mesure des années à 80, 40, 20, 10 en 2016. Ouais. Et en fait, aujourd'hui à peine, on va généraliser justement cette obligation à des plus petits acteurs jusqu'aux particuliers. Et à nous, depuis le 1er janvier, on est censés, et je le dis d'ailleurs, on en parlera, tous trier ces biodéchets. Donc c'était novateur à l'époque. C'est ça, il y a plus de 8 ans, peu de gens s'y intéressaient encore, la réglementation venait à peine de sortir, était encore à compléter. Et donc on est un peu arrivé sur un terrain vierge en se disant quand même, il semble qu'il y ait des choses à faire puisque aujourd'hui il n'y a rien qui est fait. Et finalement, notre pot de banane, donc notre déchet organique, il part avec le reste des ordures ménagères en voie de destruction par incinération ou enfouissement, ce qui ne fait aucun sens dans son cas quand on sait qu'il est composé à 80% d'eau, le reste étant de la matière organique qui devrait être restituée aux espaces agricoles plutôt qu'être envoyée aux oiseaux. Alors, c'est quoi votre solution? Qu'est-ce que vous proposez? Et donc, nous, notre solution, donc, c'est de la méthanisation. On connaît tous assez bien le compost, qui permet de dégrader donc, la matière et d'en faire justement une matière exploitable pour la plante. Là, nous, on va le faire en fait en milieu fermé, ce qui fait qu'on n'est pas à l'air libre. Et donc, on va être en mesure de produire du biométhane avec. C'est du biogaz, c'est le gaz de ville en fait, celui quand on allume notre plaque, et qui va pouvoir être valorisé, donc injecté sur les réseau GDF en remplacement des énergies fossiles. Vous parlez de micro-méthanisation, pourquoi ? Voilà, et donc la méthanisation, ça existe déjà, mais ça existe à très grande échelle. Et c'était logique, puisqu'au début, on s'est plutôt intéressé aux gros producteurs, comme je le disais, des agriculteurs, des industriels. Simplement, on va vers des acteurs de plus en plus petits, qui ont des volumes de plus en plus petits, disséminés sur l'ensemble du territoire. Et donc, si on applique ces grosses unités, elles vont devoir rayonner sur des très longues distances, avec une logistique assez lourde de collecte. Et cette collecte, elle va avoir un impact économique qui va peser sur le coût de gestion du déchet, et surtout environnemental et social, puisqu'on va générer du trafic, etc. Ça nous place des centaines, voire des milliers de camions sur les routes. C'est ça. Donc, nous, on va plutôt le faire à petite échelle, à l'inverse. Donc, on va être plutôt 10 à 20 fois plus petit que des unités conventionnelles. Et en fait, cette échelle, elle nous confère pas mal d'avantages. Ça va nous permettre, par exemple, d'avoir des solutions qui sont un peu standards, modulaires, et qui vont être avec une implantation beaucoup plus simple et rapide d'ailleurs. Unité habituelle, c'est 4 à 8 ans de projet. Pas mal de projets, malheureusement, on subit des recours, puisque les gens veulent bien faire de l'environnement, mais si c'est pas trop près de chez eux, ou du moins s'il n'y a pas une perception de risque et de nuisance trop élevée. Et dans notre cas, en fait, justement, le fait d'avoir tout réduit nous permet d'avoir quelque chose qui est à taille humaine. Mais alors, quand on dit à taille humaine, ça s'appelle modulo, c'est ça la technologie s'appelle modulo, exactement. Et alors, quand on dit à taille humaine, ça veut dire quoi? Quelle emprise au sol, par exemple? Et puis surtout, quelle quantité de biodéchets vous pouvez traiter? Exactement. Donc nous, ça va être des terrains, on va dire, de l'ordre de 3000 m², ce qui est très petit, on parle plutôt en hectares normalement. Bien sûr. Et qui nous permet de traiter l'équivalent de 10 000 tonnes à pleine charge de biodéchets alimentaires. Donc vos clients, pardon de vous interrompre, vos clients c'est plutôt des collectivités locales, ça peut être des entreprises qui c'est sont clients. Tout type de producteurs en fait, parce qu'initialement c'est vrai que c'est plutôt les gros producteurs, donc on va dire la grande surface, la restauration collective, puis la restauration traditionnelle, et maintenant on va même vers les petits commerces et les particuliers. Et l'enjeu de toute façon justement de notre échelle, c'est qu'on est certes à petite échelle, mais pour tous les acteurs de l'échelle. Donc contrairement à des solutions qui vont être individuelles, là on va vraiment avoir une force qui est de proposer ce mode de gestion à tout le monde. Et donc ça, c'est une vraie force pour la collectivité, puisqu'aujourd'hui, c'est elle qui est censée mettre en place la solution pour ses administrés, et qui
va devoir gérer avec différents types d'acteurs et d'implantations. En zone pavillonnaire, on n'a pas la même gestion qu'en zone rurale ou autre. Et donc là, l'idée, justement, c'est de fournir avec un panel de solutions, puisqu'on a notre unité de méthanisation, mais ensuite, on a tout ce qui va autour de la collecte et du tri sélectif, pour justement fournir une solution à tous ces acteurs-là. Un tiers du contenu, un chiffre important des poubelles ménagères des Français est constitué justement de ces biodéchets essentiellement alimentaires. Ça représente 83 kilos par habitant et par an. Et je rappelle que depuis le 1er janvier, application de la loi AGEC, anti-gaspi, économie circulaire, on est censé les trier et les valoriser. Censé parce que ça se met en place lentement, on va dire ça comme ça. C'est ça, censé, parce que comme je vous l'ai dit, des projets conventionnels, en tout cas de méthanisation, c'est 4 à 8 ans. La loi est sortie autour de 2016, la nouvelle, enfin je veux dire pour les nouveaux seuils, et les collectivités n'ont pas forcément pris la mesure de ces délais-là, et donc un peu comme tout le monde, on s'est dit si on est à l'avance, on va prendre notre temps. Hein. Plus on a de temps, plus on en prend. Hein. C'est la nature humaine. Donc on a un peu attendu le dernier moment et aujourd'hui on se retrouve par contre au pied du mur puisqu'on se rend compte qu'il y a une réglementation qui est en place, mais que les solutions elles ne sont pas atteignables si facilement. Et donc c'est là où justement nous on vient avec une solution qui va être intéressante pour eux. C'est que déjà on arrive avec une solution qui est clé en main. On va nous pouvoir leur proposer l'intégralité des prestations depuis le développement du projet, la réalisation, l'exploitation. Et jusqu'à la collecte si elles le souhaitent ou si les acteurs en place ne sont pas encore forcément avancés sur le sujet. Donc nous, on est capable d'arriver avec quelque chose clé en main et finalement, la seule chose qu'on va attendre de la collectivité, c'est effectivement qu'elle fasse cet effort de pousser le tri sélectif auprès de ces acteurs et à la rigueur qu'elle nous aide en nous identifiant par exemple un foncier, un terrain d'implantation en fait, puisqu'aujourd'hui c'est le sujet en fait, la brique de départ on va dire pour lancer un projet et donc pour commencer toute l'aventure. Ça concerne plutôt des zones rurales, périurbaines. J'imagine quand même que les grandes agglomérations ont anticipé et puis ont déjà des systèmes de collecte et de méthanisation. Oui, non ? Certaines, oui. Ouais, pas toutes. Pour certains quartiers, voire pour certains types d'acteurs. Souvent les plus simples, forcément, on va à l'essentiel au début. Mais ça nécessite encore une généralisation qui n'est pas du tout présente. Il faut savoir qu'on a dit c'est un tiers des ordures ménagères. C'est autour de 10 millions de tonnes par an quand on prend tout type d'activité confondue. Il n'y en a que 25% qui sont valorisés aujourd'hui, donc 75%, 3/4, qui ne sont pas encore valorisés et qui sont détruits par incinération ou enfouissement. Donc on est encore loin du compte. Justement parce que les collectivités ont commencé à mettre en place des solutions, certaines qui sont un peu simples et rapides, comme par exemple des petits composteurs, etc., mais qui ne répondent pas à tout le besoin, donc à tous les acteurs, à tous les flux et à tous les volumes qui sont représentés. Et nous, là, on leur propose de pouvoir accélérer sur cette partie-là avec, au contraire, une solution qui est générale pour tout type d'acteurs, tout type de flux, et surtout avec une valorisation qui est économique. Parce que le but, c'est quand même que les gens fassent le tri et pas qu'à la fin, ils se retrouvent avec un coût qui soit plus important. Évidemment. Le biogaz que vous produisez, il repart dans le circuit GRDF tout simplement ? Exactement. On va l'épurer, en fait, le rendre aux caractéristiques qui sont attendues par le réseau. Pour pouvoir l'injecter de manière naturelle, du coup, et le substituer finalement à tout le gaz qu'on va pouvoir importer par ailleurs. De ce côté-là, à ce bout de la chaîne, la demande, elle est tout le monde veut du biogaz aujourd'hui. Au début, il y a aucun souci de ce côté-là, j'imagine. C'est assez marrant l'évolution, parce qu'au début, on venait beaucoup nous voir pour le biodéchet, puisque la réglementation, etc. Il y a eu une crise énergétique qu'on a tous vécue. Depuis, tout le monde nous a dit « Ah, mais vous faites aussi du biogaz, c'est assez intéressant. C'est l'ensemble qu'il faut regarder parce qu'évidemment, l'un ne va pas sans l'autre et que les deux sont intéressants. Mais effectivement, ce biogaz est très regardé et attendu pour compléter l'énergie fossile. Au mois de janvier, vous avez annoncé une levée de fonds de 6 millions d'euros. Avec quelle ambition ? C'est de passage à l'échelle, j'imagine ? Exactement. Donc nous, on a déployé une première unité qui est en fonctionnement depuis début 2022 à Carrère-sous-Poissy dans les Yvelines. Elle a démontré en plus d'un an ses performances, on va dire techniques, économiques et environnementales. Et donc là, maintenant que cette référence est avérée, le but, c'est vraiment de pouvoir la dupliquer. C'était tout l'objet de notre conception standard modulaire, de pouvoir la répliquer à grande échelle partout en France et à terme en Europe ou dans le monde, puisque de toute façon, c'est une directive européenne. Donc l'objectif, c'est une production de ces unités de méthanisation un peu plus industrialisée, c'est ça ? Un développement dans un premier temps, on a parlé du sujet de l'implantation et du foncier. Ensuite, effectivement, donc une production, une réalisation, et ensuite une mise en service avec notamment tout ce qui va autour, puisque avoir les
des très belles unités de traitement, c'est une chose. Si les gens ne font pas le tri sélectif, ça ne sert à rien. Et donc nous, l'enjeu, c'est vraiment de pousser encore une fois cet effort-là pour aussi sensibiliser et fournir les moyens adaptés à tout type de producteurs pour capter un maximum de flux. Un méthaniseur, c'est une ICPE, installation classée pour la protection de l'environnement. Ça suppose un certain nombre d'obligations ? C'est ça, on a des contraintes et en fait l'avantage quand on a une unité standard comme la nôtre, c'est qu'on va les avoir nativement intégrées dans la conception. Okay. Donc en fait pour nous aujourd'hui ça n'est plus une contrainte, ça veut dire qu'on a intégré tout ce cahier des charges, il est tous les sujets de sécurité, même de nuisance. Ça veut dire qu'il y a, et je vous invite à venir visiter notre installation, il n'y a absolument aucune odeur. Pas réellement de risque, très peu de trafic qui est généré par ça, etc., etc. Donc on a vraiment quelque chose qui peut s'implanter en zone périurbaine, sur des zones industrielles ou commerciales, et qui vont faire justement la transition entre le milieu urbain, c'est quand même 80% de la population française aujourd'hui, et le milieu rural, qui, si on ne restitue pas cette matière, on va appauvrir les sols. Donc là, l'enjeu, c'est vraiment d'être au milieu, de faire cette transition-là, de permettre à ces deux mondes de communiquer, et surtout de faire du circulaire en restituant cette matière organique aux espaces agricoles. Merci beaucoup, Jimmy Colomiers. C'est à bientôt sur Bismart. On passe à notre débat l'aide sociale à l'enfance au programme. Le débat de ce Smart Impact porte sur l'aide sociale à l'enfance avec Gabriel Marvier, bonjour, bienvenue. Bonjour Thomas. Membre fondateur de l'association Les Ombres, et Benjamin Chanceau, bonjour et bienvenue. Vous êtes mentor au sein de cette association. Les Ombres, vous l'avez créée en 2021 avec votre frère Antoine. Exactement. Et avec Louis Poinsignon. Racontez-moi pourquoi. C'est quoi Les Ombres ? Alors, Les Ombres, tout d'abord, c'est une association loi 1901 qui vient pour accompagner les jeunes de l'aide sociale à l'enfance sur 3 volets qui sont l'insertion académique, l'insertion professionnelle et la lutte contre l'électronisme. Okay. Et ensuite, l'histoire des Ombres, c'est une histoire avant tout personnelle. Je dirais que c'est une volonté depuis l'enfance d'entreprendre avec mon frère. Et puis ensuite, c'est un drame personnel, c'est le décès de l'associé avec lequel mon frère avait créé une société de conseil en orientation. Et décès qui nous a interrogés sur comment donner plus de sens au projet qu'il portait et le tourner notamment vers ceux qui en ont le plus besoin, et donc les jeunes de l'aide sociale à l'enfance. Et on va détailler ce qu'est l'aide sociale à l'enfance. Un mot, Benjamin Chanceau, sur votre... Vous êtes mentor, je crois, depuis quasiment la première heure. C'est ça. Peut-être pourquoi cet engagement, et puis combien de jeunes vous avez déjà accompagnés depuis que vous êtes mentor pour Les Ombres ? Alors bonjour. Alors effectivement, ça fait depuis le début que je participe à cette association avec Gabriel, avec Antoine. Moi, j'ai mentoré sur la première année 8 jeunes. Alors c'est un mentorat, le mentorat, c'est une forme d'engagement qui est un peu différente des engagements d'habitude, parce que c'est un engagement plus flexible qui permettait, moi, en tant que jeune salarié, de pouvoir mettre à profit mes compétences, parce que je venais de sortir des études, à des jeunes qui allaient s'insérer dans le marché de l'emploi ou qui cherchaient à parfaire leur orientation scolaire, un nouveau diplôme, etc. D'ailleurs, c'est quoi vos métiers respectifs ? Alors, respectivement, moi, je suis consultant dans une grande société de conseil qui s'appelle Capgemini. Ok, et vous ? Moi, je suis cadre réglementaire dans une petite banque. Ok, bon, voilà les compétences que vous pouvez partager avec donc, ces jeunes de l'aide sociale à l'enfance. Plus de 350 000 jeunes qui sont pris en charge par ce service public. Mais ce qui est intéressant et désastreux quand on y réfléchit, cette espèce de cercle vicieux, 25% des sans-abri en France sont issus de cette aide sociale à l'enfance. Est-ce que c'est justement pour briser ce cercle vicieux que vous vous êtes dit il faut créer Les Ombres ? Alors exactement, et merci beaucoup de citer justement ce genre de chiffres. Je vais même en ajouter un, parce qu'aujourd'hui, quand je viens justement sur ce plateau de télévision, c'est avec un peu 2 messages. Un message avant tout d'urgence et un message aussi d'espoir. Le message d'urgence, il correspond justement à ce constat. Vous parlez de 25% des sans domicile fixe en France sont issus de l'ASE. Je dirais aussi 70% des jeunes de l'ASE la quittent sans diplôme. Donc on a un système qui est volontariste, et je loue la qualité du travail du personnel, des référents, des éducateurs spécialisés qui au quotidien accompagnent ces enfants, mais qui clairement ne fonctionnent pas. Parce qu'ils n'ont pas assez de moyens ? Alors c'est un sujet de moyens, c'est aussi un sujet, j'allais dire, d'acculturation. L'insertion académique, l'insertion professionnelle, ça passe par tout un tas de codes sociaux, de capital social qu'on obtient tout simplement souvent de ses parents. Or, c'est des jeunes qui justement ont moins de capital social de par leur situation, et nous, l'objectif aux Ombres, c'est de leur apporter. Et ça, c'est le message d'espoir ?
Alors, la possibilité de finalement combler ces lacunes du service public. Exactement, et je dirais le message d'espoir, il va aussi un cran plus loin, il est de se dire que les lignes bougent. L'association, elle a 3 ans. C'est une association qui est très jeune, mais en 3 ans, on a déjà aidé plus de 1500 jeunes, on a déjà fédéré une communauté de plus de 500 bénévoles en France. Et c'est cette communauté dont j'ai envie de parler aussi, c'est que la nouvelle génération, elle a envie d'avoir un impact positif, elle a envie de s'engager pour la société, et c'est ça qu'on observe. Ouais, effectivement, je redonne vos chiffres, plus de 1500 jeunes accompagnés, 150 structures de l'ASE, plus de 500 bénévoles, vous l'avez dit, qui forment cette communauté de mentors, dont Benjamin Chanceau. Quels sont les défis à relever? Parce que vous me dites, j'ai 8 jeunes la première année, c'est pas rien, quoi. C'est beaucoup de temps, j'imagine. Quels défis vous devez relever avec eux? Effectivement, il faut savoir les comprendre. Il faut savoir comprendre l'environnement dans lequel ils sont, il faut savoir comprendre leurs attentes. Bien que dans le format de notre association, c'est eux qui vont vers nous et nous qui devons les écouter et apporter, j'ai envie de dire, l'aide qu'on peut apporter. Le défi, c'est vraiment de savoir les accompagner, de savoir rester en contact avec eux et apporter une réponse très concrète, très adaptée à la manière dont ils vont recevoir notre aide. Si, alors évidemment, il y a autant de cas particuliers, 1500 jeunes, c'est 1500 histoires et solutions différentes, j'imagine. Mais dans quelles difficultés sont-ils souvent et qu'est-ce que vous pouvez leur apporter comme réponse? Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Ces jeunes, c'est des jeunes de l'aide sociale à l'enfant qui sont souvent placés, qui n'ont pas eu le même cadre éducatif que nous, qui n'ont pas le même contact avec l'extérieur que nous et qui ont un référent qui est un référent pour plusieurs enfants. Donc qui sont moins disponibles et qui ne leur permettent pas d'avoir les clés que peuvent leur apporter des jeunes comme nous, mais aussi des moins jeunes, des personnes qui ont travaillé dans ce milieu-là, parce que nos bénévoles, ce n'est pas forcément que des jeunes. Et à ce titre-là, nous, on peut, par le biais de petites actions simples, qui sont en fait des réflexes qu'on a eus dans le cadre de notre parcours scolaire ou de notre orientation professionnelle, débloquer des situations, leur apporter une aide concrète qui leur permet d'avancer. Et peut-être, pardon, je me permets, pour donner des exemples très concrets à celles et ceux qui nous écoutent, on les aide sur justement la relecture de leur CV, de leur lettre de motivation, on les aide à se préparer aux entretiens, on les aide dans leur candidature Parcoursup. L'objectif, c'est vraiment de leur faire aussi un coaching pour l'orientation. On a tout un tas de sujets qui vont du mentorat, j'allais dire, court terme, une action concrète. Est-ce que quelqu'un peut relire mon CV? Dans mon foyer, il n'y a personne qui est en mesure de le faire. Ou est-ce qu'on peut faire des actions plus long terme? Est-ce que sur les 6 prochains mois, vous pouvez m'aider à définir mon parcours d'orientation? Et nous, on part de 3 constats qu'on a observés sur le terrain, puisque effectivement, tous nos bénévoles dans la France entière sont sur le terrain. C'est qu'on a des jeunes qui ont un manque de capital social et donc un manque de réseau, tout simplement. Donc l'idée des ombres, c'est aussi de leur apporter ce premier réseau, le fameux stage d'observation qui est souvent issu du réseau de nos parents. Et bien justement, on peut les aider sur ce sujet-là. Il y a un manque de capital social que je mentionnais. Il y a un manque pour moi aussi qui est, on les pousse vers des formations très courtes. Le pousser vers des formations très courtes, c'est très bien. Il faut qu'on développe nos filières professionnelles. Il y a beaucoup, pour les entreprises justement qui nous écoutent, de jeunes qui sont dans ces filières et qui vont pouvoir rentrer dans le marché de l'emploi. Il y a aussi des profils qui sont capables d'aller plus loin. Et moi, je regarde... qui s'autocensurent parfois. Exactement. Et je prends souvent un exemple. On a récemment accompagné un jeune qui est rentré en classe préparatoire, la physique-chimie, il y a quelques semaines. On a ce genre de profil qui existe aussi à l'ASE. On a plus de 20% des jeunes de l'ASE qui suivent un lycée général et des formations d'études supérieures. Il faut aussi les encourager à ne pas s'autocensurer. Est-ce qu'ils ont parfois perdu confiance envers les adultes ? C'est quoi leur relation avec le monde des adultes? Vous êtes super jeune, donc vous y êtes depuis peu dans le monde des adultes. Mais... Je ne sais pas si je peux parler forcément au nom des adultes. En tout cas, nous, notre âge est facilitant. Il est facilitant, et pour ceux qui auraient perdu relation avec le monde des adultes, nous, c'est facilitant. Vous avez quel âge? Moi, j'ai 25 ans. Oui, donc, le monde des adultes, je le connais depuis peu. Mais en ayant un contact avec le référent et avec les structures, nous, on peut aussi réussir à faire passer des messages. À faire passer des messages d'aide, à effectivement leur permettre de ne pas s'autocensurer et de pouvoir avancer. Et puis, on leur donne, je pense aussi, surtout un pont avec le monde hors de l'ASE. C'est pas pour critiquer l'ASE du tout, mais pour ces jeunes qui sont, il faut se rendre compte, au quotidien dans des foyers, là c'est le moyen d'avoir un contact avec quelqu'un de l'extérieur, donc d'ouvrir leur perspective, quel que soit l'âge. Effectivement, vous le citiez, on a plus de 2 tiers de nos mentors qui, j'allais dire, ont moins de 30 ans. On en a aussi, ça veut dire 1 tiers qui ont souvent plus de 40, même plus de 50 ans, qui ont été anciennes familles d'accueil. Est-ce que c'est plus difficile de créer le lien de confiance quand on a 40, 50 Je pense que c'est des gens encore plus motivés aussi qui le font à cet âge-là, et souvent qui ont connu l'écosystème de l'ASE
et qui du coup ont envie de lui redonner. Donc ils vivent en foyer, parce qu'il y a sans doute une bonne partie des téléspectateurs qui ne savent pas ce qu'est l'ASE. Ce sont des jeunes qui sont en rupture avec leur... soit ils ne connaissent pas leurs parents, soit ils ont été abandonnés, etc. Ils vivent dans des foyers. Alors effectivement, l'ASE, c'est tout simplement une compétence du département et issue des lois de décentralisation des années 80, qui en fait permet de protéger l'ensemble des enfants qui sont confrontés à des difficultés sociales qui peuvent nuire gravement à leur équilibre. Donc ils sont effectivement pour la plupart placés, mais pas tous, certains restent dans leur famille. Ils sont pour la plupart l'objet de mesures de placement judiciaire. Et les structures d'accueil, j'allais dire, elles diffèrent selon le territoire et les situations. Il existe des maisons d'accueil de jour, des maisons d'accueil sur l'ensemble, on va dire, des semaines et plusieurs mois. On a des jeunes qui sont placés jusqu'à leurs 18 ans. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ces jeunes, quelle que soit la structure dans laquelle ils sont placés, l'accompagnement de l'ASE dont ils font l'objet s'arrête à leurs 18 ans. Et qu'il existe depuis peu un système qui s'appelle le contrat jeune majeur, qui leur permet en fait de poursuivre cet accompagnement jusqu'à 21 ans, mais quelle que soit leur situation, un jeune dans l'aide sociale à la France, il n'est plus accompagné par l'État à 21 ans. Et je me permets de se dire, et j'interroge, j'allais dire, je nous interroge tous, à 21 ans, est-ce qu'on aurait été capable nous-mêmes de s'insérer dans le monde professionnel facilement ? Je ne pense pas. Je pense que c'est quelque chose qui reste très jeune. Et c'est pour ça aussi qu'on a besoin d'associations comme la nôtre et comme d'autres pour les accompagner sur le long terme. Benjamin Chanceau, est-ce que parfois vous intervenez en urgence ? C'est-à-dire est-ce qu'il y a des jeunes qui vous appellent un peu perdus ou même confrontés à un coup dur dans leur vie ? Alors ça, c'est l'avantage du mentorat, c'est qu'on a une relation à distance avec le jeune. On a les numéros de téléphone et eux, on leur propose de pouvoir nous appeler dans des situations. Les situations d'urgence, elles sont très concrètes. Un jeune pense avoir un stage, il le perd au dernier moment. Nous, on peut agir. Un jeune a un besoin matériel qu'on est capable de remplir. Par exemple, un ordinateur pour pouvoir postuler à des annonces, des choses comme ça. Nous, on peut leur apporter une réponse. Donc oui, on est capable, avec notre forme de bénévolat, seulement le mentorat, de pouvoir répondre à des questions d'urgence. Dernière question, il nous reste 1 minute 30. 2022, la fondation Break Poverty a mené une étude de 6 mois pour évaluer les résultats du mentorat, justement pour ces jeunes de l'ASE. Quel résultat ? Ça marche, le mentorat ? Alors le mentorat, ça marche. On peut effectivement utiliser aussi les résultats de plusieurs études du collectif mentorat qui regroupe toutes les associations en France qui ont un impact et qui agissent en faveur du mentorat et qui le montrent. Le mentorat, c'est une relation gagnant-gagnant. Ensuite, si vous me permettez, je me permettrai sur la dernière minute de donner aussi un message. On est sur Bismart, on est sur la chaîne, j'allais dire, de référence du monde des entreprises. Donc mon message, il est avant tout pour les entreprises. Le monde des entreprises, c'est un des chaînons manquants, entre guillemets, actuellement dans notre engagement envers la sociale. On a une aide de l'État, on a une aide des citoyens. Les entreprises, elles peuvent nous aider de plein de manières. Je vais donner 3 cas concrets très rapidement. Allez-y. Vous ne savez pas quoi faire de vos anciens ordinateurs. Les ordinateurs, c'est un outil d'insertion pour les jeunes de l'ASE, c'est pas seulement du matériel informatique. Vos employés, vous avez envie de leur faire développer des soft skills et de les faire progresser, monter en compétences dans vos entreprises. Faites-leur faire du mentorat. Ce sont des mentors potentiels et ils vont gagner en compétences de ce fait. Vous, je prends à témoin la dernière étude de France Travail qui explique qu'il y a une grande inadéquation dans les profils qui font des formations professionnelles. Donc vous vous plaignez en tant que recruteur de cette inadéquation du profil de ces jeunes. N'hésitez pas, nous, on a des jeunes qui font ces formations professionnelles. Vous pouvez leur parler directement, les faire monter en compétences, faire des ateliers avec nous pour leur faire découvrir vos formations. Voilà, message d'espoir. Merci beaucoup d'être venu partager ce message d'espoir. Merci à tous les deux et à bientôt sur Bismart, notre rubrique Smart Ideas, tout de suite. Smart Ideas avec Mathéo Gabon, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le cofondateur de Climato Sportif. C'est une association créée l'an dernier avec Amélie Claire et Younes Nézar. Et avec quelle idée ? C'est quoi Climato Sportif ? Eh bien, l'idée, c'est tout simplement d'utiliser le sport comme cheval de Troie pour parler de sujets à la fois sociétaux et environnementaux. On était en colocation et en fait est arrivé un jour une manchette que l'on a portée lors de nos compétitions. Donc c'est une manchette aux couleurs des bandes du réchauffement climatique. En fait, c'est un graphique qui a été fait par Ed Hawkins, donc un scientifique, et ça montre l'évolution des températures. Et donc sur les dernières années, on voit très bien sur le graphique, ça fait vraiment sens. C'est de plus en plus rouge, quoi. C'est ça, exactement. C'est rouge et donc ça veut dire que le climat, la température augmente et qu'il fait plus chaud et donc il y a un risque. Donc vous avez commencé par diffuser cette manchette, l'idée auprès du plus
plus grand nombre de sportifs, c'est ça, pour qu'ils portent le message? Dans un premier temps, on a porté, nous, la manchette en tant que sportif. Ouais. C'était vraiment juste... Vous êtes tous les 3 compétiteurs? Moi, je fais du sprint, du 200 mètres. Younes aussi, du sprint. Amélie, elle, fait de l'escrime. Et donc, par exemple, la semaine dernière, j'ai eu la chance de faire les championnats de France élite sur 200 mètres. Et donc, j'ai pu porter cette petite manchette. Et donc, ça a fait un rappel visuel à ces bandes du réchauffement climatique. Donc, on les porte pour pouvoir sensibiliser. Et à la suite de ça, on a aussi fait donc, une charte. Oui, alors une charte, c'est quoi? Une sorte d'engagement que les sportifs peuvent signer, c'est ça? C'est ça. Cette charte, en fait, elle a pour vocation de sensibiliser, que ce soit un professionnel du sport ou un amateur, un sportif du dimanche. On veut s'adresser à n'importe qui pour leur dire qu'il est possible de faire du sport différemment, qu'il existe des alternatives. Donc ces engagements, ça va viser par exemple sur les moyens de transport, sur la manière de s'alimenter en tant que sportif, sur la manière de s'équiper, la manière de s'informer et de communiquer. Et ces sportifs-là, on leur dit qu'il est possible de faire différemment. Moi, par exemple, je ne mange pas de viande et j'ai réussi à faire partie des 16 meilleurs Français. Oui, effectivement, ça marche aussi. Tiens, on va reprendre un certain nombre de ces engagements. Sur le déplacement déjà, on sait que, alors c'est pas seulement vrai des événements sportifs, c'est vrai aussi, par exemple, des grands concerts, des grands événements. L'impact maximal de ces événements, c'est le déplacement. D'abord des spectateurs, mais aussi d'une certaine façon des participants. Comment on peut lutter contre ça? Il y a un moment où on est quand même un peu dans le mur de la réalité, quoi. Oui, totalement. Mais je suis très content que vous me posiez cette question parce que moi je suis ingénieur et je trouve que pour les ingénieurs en fait c'est ça qui nous intéresse vraiment. On se dit il y a quelque chose à faire, il faut qu'on réfléchisse sur comment faire autrement, qu'est-ce qu'on peut proposer de nouveau. Donc là il y a des milliards d'idées qui fusent. On peut proposer par exemple des rediffusions comme il y a eu lieu partout en France avec quelque chose qui est plus télévisuel, avec moins de transport par avion, proposer comme le fait en France des lieux uniquement accessibles en train. Je trouve ça un petit peu dommage que finalement les transports ne soient pas gratuits, ce qui avait été au début proposé, que tous les transports en commun soient gratuits. Finalement, ce n'est pas le cas, donc c'est un petit peu dommage. Là, vous parlez des Jeux Olympiques, par exemple? Oui, les Jeux Olympiques, oui. Donc, par exemple, sur les sujets des transports, il y a vraiment des choses à faire. Proposer des lieux qui sont uniquement accessibles en transport en commun, proposer forcément moins de transports en avion pour y accéder, et des rediffusions télévisuelles. Et sur l'équipement, parce que quand on est sportif du dimanche ou de haut niveau, l'équipement c'est quelque chose d'important. Est-ce qu'on peut tenir l'engagement de l'équipement durable, de peut-être la seconde main et être tout aussi efficace d'une certaine façon? Alors là, ça va dépendre aussi de si on pratique un sport de manière très intensive. En tant que professionnel, souvent on a des dotations, on a donc comme des cadeaux pour pouvoir faire de la publicité pour la marque. Donc dans ces cadres-là, c'est compliqué, mais en tant que consommateur, on a aussi, nous, le choix et je dirais même la responsabilité de pouvoir prendre peut-être du seconde main. J'ai envie de citer la recyclerie sportive qui est un lieu génial où on peut trouver des tonnes et des tonnes d'équipements sportifs de très bonne qualité et qui nous permettent de faire du sport à haute performance. Et puis ensuite, les équipements éthiques qui, eux, réfléchissent à faire peut-être Made in France, Made in Europe avec des équipements recyclés et qui nous permettent donc de faire du sport de manière plus responsable. Merci beaucoup Mathéo Gabon et bon vent à Climato Sportif. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Smart Impact. Merci à toutes et à tous de votre fidélité à la chaîne des audacieuses et des audacieux. Salut, à demain.